Merci et je donne la parole tout de suite au professeur Abdoumaniam Kitari, qui est directeur responsable du laboratoire d'études et de recherche juridique et politique. Et je le remercie pour le rôle qu'il a joué avec les responsables de l'Institut géopolitique appliqué de Paris, avec également nos collègues du Canada, le rôle qu'il a joué dans l'organisation et la conception de ce colloque qui porte sur un thème d'actualité pour notre continent. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Doyen, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, un grand merci pour notre président, professeur Félix Bachar. Un grand merci également pour notre doyen, professeur Stian Frey, son vice-doyen chargé des affaires de la coopération et de la recherche scientifique, Abdelaziz Khalafi, à notre secrétaire général, Si Hassan Smaili, pour les efforts déployés pour avoir facilité la tenue de ce colloque. Ce colloque qui a cette année la particularité d'avoir des officiels. C'est une première. Nous sommes à la 3e édition et c'est pour la première fois qu'on a des représentants d'institutions internationales, pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Je tiens à remercier vivement le professeur Taïb Kouch, secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, c'est Yassine Meur, directeur adjoint de la direction du Grand Maghreb des affaires de l'UMA et de l'Union africaine, et Madame la parlementaire Latifa, qui est parlementaire à la Chambre des représentants. La tenue de ce colloque aujourd'hui est rendue possible grâce à un partenariat sérieux et solide avec l'Institut d'études de géopolitique appliquée en personne de M. Alexandre Nébrus, avec son équipe, Ivan Briand, également avec l'Institut Cap Afrique de l'Université d'Alberta, en personne du professeur Matalatala Léonard. Et je tiens également à remercier nos chers doctorants et étudiants pour avoir facilité la tenue de ce colloque. Et également le comité scientifique qui a pu sélectionner les travaux, les contributions scientifiques soumises à son appréciation. Je tiens à le remercier vivement et je tiens à remercier les chercheurs pour la qualité des présentations qu'ils ont faites et de leur sérieux et l'accompagnement de cette activité scientifique qui porte cette année sur un thème d'une importance certaine et d'une grande actualité, à savoir quel rôle pour l'Afrique dans la gouvernance mondiale. À l'époque d'élaboration de cette thématique, on voulait suivre l'actualité internationale de l'Afrique et l'Union africaine venait donc d'adhérer au G20. Mais je pense que ce n'est pas la raison principale. La gouvernance mondiale et la place, le rôle de l'Afrique ne date pas seulement de l'année dernière, de 2023. Il date depuis l'adhésion de l'Union africaine dans sa deuxième version de 2002 et l'engouement des États africains pour la défense du droit international. Certes, au moment de l'adoption de la charte de l'ONU, hormis l'Égypte indépendante en 1922 et hormis le Libéria et l'Éthiopie, qui n'a jamais été colonisé, la plupart des États africains étaient sous le joug colonial et ils vont adhérer à ce qu'on appelle l'acquis universel de la charte de l'ONU. Donc, ce sont des États africains qui vont défendre les principes sur lesquels reposent les buts et les objectifs de l'ONU, à savoir le maintien de la paix et la sécurité internationale, le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des États,
le principe de l'égalité souveraine, etc. Ce respect du principe du droit international qui dénote donc du rôle de l'Afrique dans le respect de l'ordre international tel que établi par les grandes puissances de l'époque. Et là, il faut le reconnaître, ce ordre international a été établi par les grandes puissances, par et pour d'ailleurs les grandes puissances. Et la charte d'ailleurs, dans son chapitre 2, fait référence à des États originaires. Donc l'Afrique va adhérer à l'acquis des États originaires tout en respectant les principes et les fondements sur lesquels repose l'Union, sur lesquels repose l'ONU. Ceci étant, l'accompagnement de cet ordre international se fait sentir à travers l'action active de certains États africains pour établir un ordre international plus juste et plus équilibré. On l'a constaté donc dans Desni. Dès 1962, la résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, 1982, l'adoption de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et également 1900, la fameuse déclaration du 1er mai 1974 pour l'instauration d'un nouvel ordre économique plus juste et plus équilibré. On le constate également dans le domaine du maintien de la paix, puisque pratiquement 70%, ce qui représente les 100 000 soldats, sont fournis par les États membres de l'Union africaine. L'Union africaine est aujourd'hui la 8e puissance mondiale. Et en adhérant au G20, je pense que l'atout principal serait donc de se mettre aux tables des négociations et de donc se doter d'instruments efficaces pour être donc à même de défendre notamment les intérêts des pays les plus pauvres. En 2024, on a pu recenser pratiquement 45 PMA, les pays les moins avancés. Et pratiquement la majorité de ces pays se trouvent dans le continent africain. Et certes, cette égalité de droits est patente, mais malheureusement, cette égalité de droits cache des inégalités de fait. Et comme on dit, les faits sont têtus. Ces faits sont têtus, pourquoi? Parce que les taux présentés par les principales institutions internationales nous montrent que, par exemple, en matière commerciale, la part de l'Afrique dans le commerce mondial est inférieure à 3%. Le commerce intra-africain est également à peine de 13,7%. Le déficit annuel de financement des infrastructures est estimé entre 130 et 170 milliards de dollars. Et pourtant l'Afrique possède pratiquement 60% des terres arables. Et sa population est estimée à 2,5 milliards d'ici 2050. Un continent des extrêmes, avec d'importantes potentialités naturelles, s'oppose alors, et malheureusement, un retard qui a d'industrialisation, de vulnérabilité et de sécurité alimentaire. Certains États africains, malheureusement, vont même perdre leurs prérogatives régaliennes, devenus des États faillis ou des États effondrés. Et l'indice des États fragiles que publient certains ONG, notamment Fund for Peace, annuellement, en dit long sur les indicateurs en rouge de certains États africains.
Ces données, je les citais pour, en tant que chercheur, on est interpellé donc, sur la capacité de l'Afrique à gérer ses contradictions, sa capacité réelle à gérer ses contradictions, et comment, en conséquence, tirer profit de ces richesses et faire face à un monde régulé davantage par les lois, du libre-échange et qui sont basées essentiellement sur la concurrence et la compétitivité. Telles sont les pistes de recherche de notre colloque et telles sont aussi les perspectives d'évolution de la construction africaine auxquelles s'est attaché donc, les travaux de notre colloque international de Rabat. Je vous remercie.